Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. L'entrepreneuriat au service de l'emploi et de la paix au Niger, c'est le thème de la 3e édition du Salon du jeune entrepreneur pour l'emploi ouvert ce matin à Niamey. Assemblée générale de l'Association nigérienne pour la promotion de la santé publique de Tillabéri. Objectif, pourvoir le bureau et dégager des nouvelles perspectives. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. Ouverture ce matin au Palais des Congrès de Niamey de la 3e édition du Salon du jeune entrepreneur pour l'emploi. Placé sous le thème l'entrepreneuriat au service de l'emploi et de la paix au Niger. Ce salon vise comme objectif la création et la promotion de l'emploi. Compte rendu Halimatou Abdou et Sambo Zamo. L'entrepreneuriat au service de l'emploi et de la paix au Niger, c'est le thème de cette 3e édition du Salon du jeune entrepreneur pour l'emploi. Initié par des jeunes qualifiés et motivés, ce salon a pour objectif de créer des richesses et des emplois, mais aussi de sauvegarder la paix de notre pays. Cette rencontre permet chaque année aux professionnels d'échanger. C'est un événement networking qui se veut être le rendez-vous principal des entreprises locales, des autorités et institutions du pays. Les acteurs économiques sont souvent isolés. Les investisseurs ont de nombreuses interrogations et souhaitent aller en contact direct des partenaires potentiels. La diaspora aussi souhaite revenir investir et travailler dans un pays comme le Niger, plein d'opportunités et qui annonce une bonne croissance. Cet événement majeur a pour ambition d'être la vitrine des startups dans tous les secteurs économiques et l'une des raisons de sa réussite est la possibilité de rencontrer en un même lieu et sur une même journée tous les acteurs clés de la création et du développement de la jeune entreprise et de l'emploi. Le siège permet l'accroissement significatif des partages de connaissances entre acteurs, améliorant ainsi sensiblement la qualification et l'employabilité de la main-d'œuvre. Le ministre du Commerce procédant à l'ouverture de ce salon a de prime abord réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner ces jeunes entrepreneurs dans leur mission avant de rappeler toute l'importance qu'accorde son département ministériel à la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger. Dans le cadre de la promotion du secteur privé, mon département ministériel accorde une place de choix à l'amélioration du climat des affaires ainsi qu'au financement des petites et moyennes entreprises qui constituent sans conteste le socle de l'économie du pays, tant en termes d'emplois créés que du point de vue de leur contribution à la richesse nationale. Après une visite guidée des stands d'exposition suivie de la remise des témoignages de satisfaction, le Premier ministre nous livre ses impressions. Les jeunes Nigériens sont décidés, je le sens, je le vois, je l'ai vu, sont décidés vraiment à s'engager dans la construction de notre économie, dans la construction nationale. On sent leur ardeur, on sent qu'ils veulent entreprendre des actions pertinentes et très professionnelles. Et ça nous encourage. Ça nous encourage très sincèrement. Les membres du gouvernement qui sont là, je crois que ça nous encourage à les accompagner davantage. Ce rendez-vous annuel entre les jeunes entrepreneurs du Niger permettra d'amener l'ensemble des acteurs impliqués dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes à avoir une vision commune et à situer le rôle des différents acteurs de ce vaste chantier qui reste à promouvoir.
En fin de journal, vous suivrez le film complet de la table ronde pour le bassin du lac Tchad tenu du 4 au 5 avril dernier en Italie. À cette occasion, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a rencontré les Nigériens résidant en Italie afin de leur présenter son bilan des 3 années à la tête de l'État. Cela dit, le président du mouvement pour la promotion de la citoyenneté responsable, MPCR, Nuhu Arzika, a animé un point de presse relatif à la situation que vivent les consommateurs de la Société nigérienne d'électricité Nigélec et la Société d'exploitation des eaux du Niger Sen, une situation que déplore le président du MPCR que je vous propose de suivre. Aujourd'hui, la Nigélec ne procède plus au relevé mensuel normal chez les clients. Ils passent plus leur temps à faire des estimations fictives sur la base desquelles ils préparent leurs factures. Et très généralement, c'est des estimations qui sont toujours au-delà de la consommation normale. Et on amène à des gens des factures salées, très grandes, qui pour les payer, il faut se retrouver à tourner plusieurs fois, à développer la stratégie qui vous permet d'y faire face. Et la Nigélec, tout en sachant qu'elle a illégalement abusé du consommateur, elle refuse même de tenir compte de la situation pour éviter de venir couper les consommateurs à qui, pourtant, ils ont délivré une fausse facture. Nous avons estimé que cela est inadmissible. Alors, la Nigélec, elle coupe pour vous obliger à aller payer. Et après, on dit on va régulariser sur les mois à venir. Comme ça, vous allez payer et les mois à venir, on va continuer à vous amener comment on appelle ça, la facture sur les primes fixes. Et c'est comme si on vous a obligé à avancer de l'argent à la Nigélec, alors que vous n'avez pas décidé d'être dans cette situation. Nous avons dit que cela est proprement inadmissible et que la Nigélec doit cesser ça. Elle doit recruter des agents releveurs pour qu'ils passent dans chaque domicile et procéder à la relève de manière à ce qu'elle puisse être dans la position d'établir des factures correctes aux consommateurs. Autre chose, en ce qui concerne la Nigélec, c'est ce que nous vivons comme calvaire. Les coupures intempestives. Dans la même journée, vous pouvez enregistrer une 50aine de coupures. Et cela cause des dommages importants à nos compatriotes, aux consommateurs, qui en sont les victimes. Et quand on cherche à engager une procédure de réparation, on vous oppose une démarche tellement exécrable que vous n'avez plus le courage de continuer. Le point qui est, lui, le plus catastrophique, parce que si la Nigélec est une société d'État, la SIN, ce n'est pas une société d'État, c'est des individus privés qui sont venus se faire de l'argent dans notre pays et qui sont en train d'escroquer notre population de manière abusive et inadmissible. Quand on a fait la privatisation de SNE, nous avons dit déjà à l'époque que l'État ne devait pas accepter la logique de la marchandisation de l'eau. Mais ils ont tenu quand même à le faire. Et puis, on a imposé à l'État, c'est-à-dire que c'est à la partie qui appartient à l'État, notamment la SPEN, la Société des patrimoines des eaux, c'est elle, au nom de l'État, c'est à elle de travailler à faire tous les gros investissements, à produire de l'eau, à transporter de l'eau, à les mettre dans les réservoirs et à les tenir à la disposition de la SEN qui est appelée maintenant, elle, à les exploiter pour commercialiser ça et vendre aux consommateurs. Et donc, ça veut dire tout ce qui est lourd, ce n'est pas leur effort. C'est à l'État de le supporter. Maintenant, eux, ils sont venus pour se faire de l'argent. Ils sont arrivés, dès qu'ils sont arrivés, la première chose qu'ils ont commencé, c'était de modifier les compteurs. Et on a installé au Niger des compteurs sensibles au vent. Le vent fait tourner les compteurs, le vent actuel. Dès que le vent souffle, avant l'arrivée de l'eau, vous allez voir le compteur tourner. Ça veut dire qu'on vous aura vendu du vent et ça compte et c'est de l'argent que vous payez.
Nous avons estimé que c'est de l'escroquerie, c'est de l'abus des consommateurs. Il faut absolument que les jeunes de la CIN arrêtent cela et que les uns et les autres doivent comprendre que oui, c'est un abus et que nous devons nous organiser pour être dans la position d'imposer à cette société. C'est des organisations qui sont en train de fonctionner sous sein privé. Pourquoi diantre on va laisser et l'État va cautionner qu'on laisse des individus en train d'escroquer des citoyens et qu'on ne fasse rien du tout? Dans nos régions, retenez que les conseillers municipaux de Zender ont réaffirmé leur confiance au maire central à l'issue du vote de la motion de défiance déposée par 8 conseillers municipaux. D'autres précisions avec Moussa Adamou Garba. Nombre de votants, 23. Nombre de bulletins dans l'urne, 23. Nombre de bulletins valables, 23. Nombre de bulletins contre la motion, 19. Nombre de bulletins pour la motion, 4. Soit 19 sur 23 sont contre et 4 sur 23 sont pour. C'est l'issue du vote de la motion de défiance déposée par 8 conseillers municipaux contre le maire central, Bachir Sabo. Ainsi donc, le maire reste sur son fauteuil pour le reste de son mandat. Ce qu'il faut retenir de cette session extraordinaire qui a enregistré la présence des autorités régionales et coutumières, c'est surtout les débats. Le représentant des signataires de cette motion a tenu à rappeler le motif du dépôt de la motion. Je commencerai par un rappel. Mais avant de dire cela, comprenons que cette disposition est constitutionnelle, ça a été déjà dit. Mais ce n'est pas un problème, la motion de défiance. C'est tout simplement un certain nombre de conseillers qui ont effectivement le droit de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, et au besoin, ils peuvent l'utiliser. Mais pourquoi tout ce tam-tam? Pourquoi tout ce tintamarre? Pourquoi tout ce problème comme si c'est la fin du monde? Et ça s'est passé ailleurs. Et est-ce qu'il y a eu problème? Comprenez-nous, s'il vous plaît. Nous n'avons pas déposé ça pour que, effectivement, la ville de Zender ait des problèmes. Non. Nous sommes de cette ville-là. Nous voulons le bien de cette ville et non galvauder, effectivement, le débat et le transporter ailleurs. Non. Et les gens ont besoin de savoir. Et c'est pour ça que nous allons parler. Après la parole, le maire central a répondu clairement et point par point au contenu de la motion. Comment comprendre que certains conseillers ne savent pas qu'un budget est prévisionnel et que les dépenses sont au prorata des recettes? Un budget, c'est une prévision. Quand la mairie fait un budget de 3 milliards, ça ne veut pas dire qu'elle a 3 milliards. La construction des classes et de formation sanitaire, quel que soit son niveau, pour le moment, ne relève pas des prérogatives de l'État, ne relève seulement des prérogatives de l'État. Ce n'est pas une prérogative de la ville. La ville peut construire des écoles et des centres de santé si elle dispose des moyens nécessaires pour faire des investissements. Ce n'est pas une obligation. Si le maire n'a pas construit des écoles, le maire n'a pas construit des cases de santé ou des formations sanitaires quelconques, c'est parce que le maire n'a pas les moyens pour investir dans ce sens. Auparavant, le gouverneur de la région a prononcé un discours après avoir rappelé les différentes réalisations du président de la République à travers le programme de Renaissance. Le gouverneur a rappelé aux élus locaux leurs principales fonctions. Il a par ailleurs déploré l'état désastreux dans lequel se noie la ville de Zender. Laissez-moi vous dire que le jour où le train transportant les passagers et les marchandises sifflera à la gare de Cotonou pour signifier son départ imminent sur Niamey, ce jour-là, la révolution ne sera certainement pas achevée, mais elle aura été assurément déclenchée. Ce jour-là, ce ne serait pas le citoyen de Damagram et de Zender qui aura réceptionné le champ de captage d'eau de Ganaram, la route Zender-Miria-Gidmouni, Zender-Bakimbriji-Tano, Zender-Magaria frontière Nigeria, tous chantiers aujourd'hui ouverts. Ce ne serait pas le Zenderois Dij qui niera au président Issoufou le titre de bâtisseur.
Cette motion de défiance a quand même permis aux élus locaux de se remettre en cause quant à la situation de la ville de Zander. Une situation qui nécessite un véritable sacrifice et don de soi. La Direction nationale de l'éducation physique et sportive organise depuis ce matin à Maradi un atelier de renforcement des capacités des enseignants dans le domaine de l'éducation physique et sportive. Sans formation initiale des régions de Maradi, Zender et Difa. Le compte-rendu de Alzouma Seyni Soumaïla. Promouvoir la qualité de l'éducation physique et sportive dans les établissements secondaires des régions de Maradi, Zender et Difa et garantir le bien-être des élèves à travers la pratique des sports. C'est l'objectif visé par cet atelier de renforcement des capacités des enseignants d'EPS sans formation initiale des régions de Maradi, Zender et Difa. Un atelier organisé à Maradi par la Direction nationale de l'éducation physique et sportive, encouragé par les autorités locales. Cette initiative du ministère des enseignements secondaires consistant à donner quelques rudiments de connaissances aux enseignants de l'éducation physique et sportive, recrutés sans formation initiale, est plus que salutaire, car nous savons que les risques sont énormes lorsqu'un enseignant d'éducation physique sportive ne dispose d'aucune connaissance du fonctionnement du corps humain. Pour les responsables du ministère des enseignements secondaires, la pratique de la discipline dans la sécurité est l'idéal recherché à travers la rencontre. Nous voulons leur donner un renforcement des capacités sur la sécurité et comment il faut encadrer donc, les élèves. Il ne faut pas les laisser sans formation. L'éducation physique, vous le savez très bien, a une très grande importance sur le corps de l'enfant. Donc quand on ne maîtrise pas, comme l'a dit le SG tout à l'heure, l'anatomie du corps, c'est un peu difficile donc, de travailler ce corps-là. Donc c'est pour ces raisons que nous sommes en train de faire une série d'ateliers pour renforcer les capacités sur toute l'étendue du territoire. Nous avons eu à recruter des enseignants d'éducation physique sans formation initiale. Et vous savez que tout métier a besoin d'être appris, et surtout l'éducation physique où vraiment c'est des enfants que vous allez exposer, des enfants que vous allez manœuvrer, et il ne faut pas le faire au hasard. Il faut qu'il ait de l'art, il faut qu'il ait une certaine connaissance de ce que l'on va faire. Pendant 4 jours, ces enseignants d'EPS sans formation initiale verront leur capacité renforcée en vue de dispenser leurs cours dans le professionnalisme. Lancement dans la salle de réunion de la mairie d'Agadez des activités de la coopérative Misrata portant sur le VIH-Sida dans les quartiers périphériques de la ville d'Agadez. Ramédé Alassane. Suite à l'appel à propositions complémentaires spécifiques à la région d'Agadez lancé par le PASOK 2, la coopérative Misrata a sollicité et obtenu le financement d'un projet. Lors de la cérémonie de lancement présidée par le secrétaire général adjoint du gouvernement d'Agadez, aux côtés duquel le maire de la commune, le représentant du sultan de l'Aïr et de nombreux invités, la présidente de l'ONG Misrata a brièvement présenté les objectifs poursuivis par sa structure. La coopérative Misrata que j'ai l'honneur de présider est née de la volonté de groupes de femmes et d'hommes soucieux du bien-être et du développement de nos communautés à la base. En créant cette structure le 12 mai 2013, nous avons visé comme objectif général de contribuer à la lutte contre la pauvreté et comme objectif spécifique promouvoir les activités génératrices de revenus pour le bien-être de ses membres. Promouvoir les droits fondamentaux de la femme et de l'enfant. C'est dans ce cadre que nous avons soumis le présent projet intitulé « Contribuer à la promotion de la santé humaine par le renforcement des capacités de ces acteurs » par la lutte contre les STVH-Sida au PASOK 2. Nous comptons avec vos appuis conseils, mettre notre énergie pour la réussite des actions sur le terrain. C'est pourquoi, au nom de tous les membres de la coopérative Misrata, je m'engage ici devant cette auguste assistance d'assurer et de veiller scrupuleusement à l'atteinte des objectifs visés par les projets.
Ces projets rentrent dans le cadre de la riposte contre les IST VIH-Sida, notamment les 3 Z auxquels notre pays a souscrit, à savoir 0 nouveau cas, 0 stigmatisation, 0 cas de décès. Ceci sous la bannière de son Excellence Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, qui a su gagner la confiance absolue des partenaires techniques et financiers, notamment l'Union européenne dans son programme d'appui multidimensionnel en faveur de la société civile nigérienne et principalement l'appui aux initiatives locales. C'est de cette profonde aspiration que la coopérative Misrata, soucieuse de la somme imaginaire de tous ces impacts de développement à la base, et comme tant d'autres d'ailleurs, par sa manifestation lors de l'appel à proposition complémentaire DP1 phase 2 PASOK 2 au titre de la région d'Agadez, à travers sa demande intitulée « Contribuer à la promotion de la santé humaine par le renforcement des capacités de ses acteurs par la lutte contre les IST VIH-Sida ». Je voudrais par la présente occasion, au nom de la population de la région d'Agadez et à mon nom personnel, magnifier toute notre reconnaissance et réitérer vivement nos remerciements à l'endroit de l'ensemble des partenaires et en particulier l'Union européenne pour l'appui qu'ils cessent d'apporter au Niger. Sur ce, je déclare lancer les activités de sensibilisation de la coopérative Misrata d'Agadez sur les IST VIH-Sida. Je vous remercie. Comme vous l'avez bien relevé, ces projets de la coopérative Misrata visent à mener des actions d'information, de sensibilisation et de formation dans 3 quartiers périphériques de la commune d'Agadez, à savoir les quartiers d'Agmané 3, Misrata et Aéroport Ouest. L'association nigérienne pour la promotion de la santé publique de Tillabéri a tenu hier à la direction régionale de la santé publique son assemblée générale. Objectif, pourvoir le bureau et dégager de nouvelles perspectives. Ismaël Beydi et Salissou Souley. Faire le bilan des activités menées au cours de ces 3 dernières années à l'ensemble des sympathisants et membres. Pouvoir le bureau et dégager des nouvelles perspectives. C'est l'objet de cette assemblée générale de l'association nigérienne pour la promotion de la santé publique de Tillabéri. Nous avons procédé d'abord à en tout cas, une évaluation générale de nos activités et où il y avait eu des discussions et en tout cas il y a eu des observations en tout cas et des recommandations qui sont faites. Nous avons aussi profité des activités de la région d'Agadez. Donc nous avons, comme en tout cas il nous a présenté en tout cas, les différentes activités qu'ils ont eu à faire au niveau d'Agadez et aussi au niveau du bureau national. Et nous aussi ici, qu'est-ce que nous avons eu à faire et comment est-ce que nous allons faire pour surmonter les anciennes difficultés. Et ça nous a vraiment en tout cas mis en tout cas devant certaines situations que nous pourrons faire face pour les prochaines en tout cas, activités par rapport à l'élaboration des différents termes de référence, des planifications, des fichiers et des propositions techniques et des propositions financières. Dans son mot introductif, le président du bureau exécutif national de l'ANSP s'est réjoui de la présence des membres avant de décliner l'objet de leur présence à ces assises. C'est que, puisque vous êtes ici ensemble, vous devez effectivement de collaborer ensemble, puisque maintenant, de plus en plus, en fait, on dépasse les micro-projets pour essayer d'aborder des grands projets. Et ces grands projets nécessitent parfois la collaboration d'une, 2, voire 4 ou 5 ONG en consortium pour qu'elles puissent effectivement postuler à un certain nombre de projets. Donc vraiment, l'ambiance telle qu'elle se présente, si elle perdure, nous pensons effectivement que c'est la bonne démarche. Vous êtes ensemble, vous devez être ensemble, vous devez gagner ensemble, vous devez perdre ensemble si besoin est. Mais notre souhait est que toujours effectivement la section ou la région gagne, puisque la santé de la population c'est quand même quelque part un bien, un capital important qu'il faut préserver pour qu'on puisse parler de développement. À l'issue de cette assemblée générale, 4 membres ont été élus pour compléter les postes vacants du bureau. L'Association nigérienne pour la promotion de la santé publique a été créée en juin 1995. Elle a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la santé des individus, des familles et de participer à la promotion de la santé publique au Niger.
Retour à Niamey où, à l'instar de la communauté chrétienne du monde entier, celle du Niger célèbre depuis hier la fête de Pâques, occasion saisie par les chrétiens de la capitale pour se retrouver aujourd'hui même à l'église Assemblée des dieux du quartier Nouveau Marché pour fêter le lundi de Pâques. Seyni Mekido, Jibril et Jamilou Oumarou. Et je suis aussi convaincu de ton esprit, de ta puissance. Et le Seigneur a commencé à déverser des paroles dans mon cœur. C'est pour célébrer la Pâque ou la résurrection du Christ que la communauté chrétienne, toute tendance confondue, s'est retrouvée dans les églises, dans la communion des cœurs et des esprits. La fête de Pâques impose aux chrétiens de louer le Christ à travers un culte commun parce que ce dernier a choisi de se sacrifier pour le pardon des péchés de ses fidèles. À l'église des Assemblées de Dieu du quartier Nouveau Marché, c'est avec ferveur que le lundi de Pâques a été célébré, avec comme thème central la résurrection du Christ, la revanche des disciples. Ce jour pour nous c'est un jour de célébration, de commémoration de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et c'est pourquoi aujourd'hui toute l'église Assemblée de Dieu ici à Niamey a accepté de venir ensemble pour faire cette célébration, ce culte commun. Donc c'est du fait que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité d'entre les morts. C'est par ce fait-là que nous avons la vie en lui, le pardon des péchés en lui. Et c'est pour cela que nous devons commémorer et nous réjouir ensemble pour cette fête. La journée de ce lundi de Pâques constitue aussi pour la communauté chrétienne une journée de partage, de tolérance et de prière. Au cours de cette fête, déjà hier dimanche, tous les chrétiens des différentes églises se sont réunis dans leur église locale pour célébrer la fête. Et aujourd'hui, le lundi de Pâques, nous célébrons le culte commun. Ce que nous appelons culte commun, ça réunit tous les chrétiens du Niger. Normalement, tous ceux qui sont au Niger, qui sont chrétiens, doivent ce matin se réunir en un seul lieu pour célébrer, commémorer la fête de Pâques, qui est la mort et la résurrection de Jésus. C'est dans la joie et la gaieté que la communauté chrétienne de la capitale a célébré le lundi de Pâques. Cérémonie de lancement hier après-midi à l'hôtel Gawey de Niamey du site web dédié au football nigérien. Une initiative du promoteur du journal bimensuel 90 minutes. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que de plusieurs invités. Compte rendu Murtala Zouberou et Issa Hassan. La présente cérémonie marque le lancement officiel du site dédié au football nigérien initié par le promoteur du bimensuel 90 minutes Idrissa Issoufou. Un site qui vient donner désormais aux amateurs du football nigérien toutes les informations possibles sur la vie des clubs, des joueurs et autres informations concernant le football nigérien. Ce site 90 minutes live est la suite logique de l'ambition que nous avons pour ce sport, qui nous a tant donné, qui nous donne encore et pour lequel nous sommes prêts à consentir d'énormes sacrifices pour son développement. Ainsi, après avoir créé l'ONG Vision Sport en 2009, le journal 90 minutes en 2010, acquis le statut d'agent joueur FIFA en 2011, celui de recruteur en 2012, le lancement de ce site ne sera sans aucun doute le dernier acte tant notre ambition pour le football nigérien est grande. Quoi donc de plus normal que de le faire devant vous, chers amis du football, vous qui avez soutenu le développement de ce sport, notamment lors des 2 qualifications historiques du MENA en 2012 et 2013. Le ministre de la Jeunesse et des Sports présent à cette cérémonie a salué cette initiative du promoteur de 90.net avant de revenir sur l'importance de ce site d'information footballistique. Ce site web qui vient s'ajouter à plusieurs réalisations dans le cadre de l'information des sportifs
ma foi, est une très bonne chose pour le sport nigérien. Mais je pense, et le souhaite d'ailleurs, que ce site parlera dans quelques semaines ou dans quelques mois de l'ensemble des sports, pas seulement du football, puisque le Nigérien a le droit d'être informé sur tous les sports possibles. Allant plus loin, le ministre de la Jeunesse et des Sports n'a pas manqué de réaffirmer toute sa disponibilité à accompagner le sport nigérien. Je suis disposé. Je vous l'ai dit depuis le premier jour de ma prise de fonction que je suis là pour aider le sport nigérien. J'ai toujours aimé le sport. Pour tous ceux qui me connaissent ici, suivez mon regard. Je pense que nous avons évolué très tôt dans le milieu sportif et nous pensons que nous le ferons jusqu'au dernier souffle de notre vie. Ainsi donc, vous pouvez avoir désormais accès aux informations sur le football nigérien, vos clubs, vos joueurs avec l'arrivée de ces sites www.90minutes.net. Ouverture ce matin à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile EAMAC d'un séminaire régional sur l'utilisation des prévisions de givrage et de turbulences et de nuages et code grippe 2. Un séminaire organisé par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI en collaboration avec l'Agence nationale de l'aviation civile du Niger, ANAC. Compte rendu Hima Seibou et Ibrahim Idi. Ce séminaire régional sur l'utilisation des prévisions de givrage, de turbulences et des nuages en code grippe 2 s'inscrit dans le cadre de l'assistance météorologique à la navigation aérienne et vise à renforcer les capacités des usagers à mieux exploiter les nouveaux produits générés par les prévisions de cumulonimbus, givrage et turbulences en code grippe 2. L'expert régional de l'OACI, tout en soulignant l'importance de ces séminaires, a réaffirmé toute la volonté de l'OACI à accompagner l'ANAC dans ce genre d'initiative. Il est important d'indiquer que le dit séminaire est le fruit d'une étroite collaboration entre l'ANAC et l'OACI. À cet égard, comme toujours, je voudrais une fois de plus remercier le directeur général de l'ANAC et son équipe et à travers vous, monsieur le directeur, les autorités du Niger pour avoir accepté d'honorer les dispositions prises à Apigre 16 tenues à Rubavu au Rwanda en novembre 2007. Je voudrais vous assurer de la disponibilité permanente de l'OACI à vous apporter sa modeste contribution à votre difficile mais exaltante tâche d'amélioration de l'assistance météorologique à la navigation aérienne internationale dans la région. Procédant à l'ouverture, le directeur général de l'aviation civile a souhaité la bienvenue aux participants et s'est réjoui du choix porté sur la capitale Niamey pour abriter une telle rencontre avant de démontrer tout l'intérêt que le gouvernement accorde au secteur du transport aérien. Ce séminaire, rentrant dans le cadre de l'assistance météorologique à la navigation aérienne, est une importance capitale car le développement rapide du trafic aérien exige l'amélioration constante des prévisions des phénomènes météorologiques, dangereux eu égard à leur importance pour la sécurité, la régularité et l'efficacité de la navigation aérienne. Rappelons que la météorologie aéronautique s'occupe essentiellement de tous les phénomènes météorologiques concernant ou menaçant directement les pratiques aéronautiques. Une connaissance précise de l'atmosphère est en effet nécessaire pour pratiquer l'aviation. Durant 3 jours, les participants venus de l'Afrique de l'Ouest, du centre et du Madagascar seront outillés à mieux exploiter les nouveaux produits générés par les prévisions. À l'occasion de la journée de la Concorde nationale prévue le 24 avril prochain
La Fédération nigérienne des sports équestres organise à l'hippodrome régional de Maradi une série de courses hippiques sponsorisées par Orange Niger. Alzouma Seyni-Soumela pour le compte-rendu. Depuis le samedi 19 avril 2014, la ville de Tibiri-Gobir est transformée en un véritable centre équestre pour cause de l'ouverture de l'hippodrome régional de Maradi situé dans la dite ville et l'organisation de la course internationale commémorative de la journée de la Concorde nationale prévue le 24 avril prochain. Un événement de taille sponsorisé par Orange Niger via sa représentation régionale de Maradi, dont les éliminatoires pour la grande finale ont déjà commencé. Nous sommes en train d'asseoir un partenariat avec Orange et nous avons accompagné à Tilaberi à l'occasion du mémorium de Dekeska d'Enfilingué et nous sommes encore avec eux à Maradi et c'est eux qui nous couvrent l'événement. Nous avons négocier en tout cas que Orange accompagne l'événement en termes de couverture médiatique et en termes de sponsoring de prix. Et ce soir, nous allons d'ailleurs commencer, comme on dit, à tout honneur, tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par le prix Orange, qui va être couru sur les distances de 1200 mètres et 1400 mètres. Et nous serons avec eux jusqu'à l'arrivée, en tout cas, de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Donc, je profite pour remercier Orange. C'est pour la première fois, en tout cas, que Orange nous accompagne dans nos activités. Nous avons toujours voulu que ça soit ainsi. Donc, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Donc, le sponsoring par Orange Niger de cette course hippique via la Fédération nigérienne de sport équestre marque l'engagement d'Orange Niger à accompagner et à promouvoir le sport équestre au Niger. L'association des anciens athlètes du Niger organise à Tawa la 3e édition du cross intitulé Lieutenant-colonel Issaka Ousmane. Objectif, détecter les jeunes talents capables de défendre le Niger dans les compétitions internationales. Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou. La région de Tawa a abrité la 3e édition du CORS à l'honneur du fait lieutenant-colonel Issaka Ousmane qui a fait preuve de sa compétence dans le domaine de l'athlétisme. Organisé par l'Association des anciens athlètes du Niger, les jeunes filles et garçons des différents établissements publics et privés de la région de Tawa ont compéti. Les filles sur une distance de 3 km et les garçons ont josé leur expérience d'endurance sur une distance de 5 km. Pour les filles, c'est Ramatou Salif du CSP Gandou, connu du nom de R. Kolama, qui a décroché la première place, suivi de Rahilatou Osaini et la 3e Rukayetou Omaru, côté garçon. À la tête Haruna Wantaran du lycée Agaba, suivi de Yaou Jadi du CEG6 de Tawa. 3e Isaka Ibro, lycée Agaba, en présence des autorités régionales, les cadres régionaux en charge du sport, les représentants de l'association des anciens athlètes du Niger, Hassan Soulé. Dans son discours, a énuméré les objectifs de cette rencontre. Il a par la suite parlé de la personnalité de Issaka Ousmane et les résultats enregistrés par les athlètes de la région de Tawa. À la fin, une photo de famille de 10 premiers de chaque catégorie qui ont été récompensés par les organisateurs à sanctionner cette cérémonie. Pour ceux qui auront la chance de participer, le rendez-vous est pris à Agadez pour la prochaine édition. Sport toujours à Tawa, lancement de la saison sportive de basketball au titre de l'année 2014 à l'ouverture de cette saison. Un match amical a opposé les joueurs évoluant dans le club de l'AS Douane. Retrouvons Asman Amadou et Mohamed Rabiou Seydou. Instar des autres régions du Niger, la région de Tawa ne pas rester en marge de la cérémonie du lancement des activités de la saison sportive de basketball.
au titre de l'année 2014. La preuve avec cette rencontre des jeunes talents en présence du directeur régional de la jeunesse et les cadres régionaux en charge du sport dans la région de Tawa. Pour marquer l'ouverture de cette saison sportive, un match amical a opposé les joueurs du même club, AS Douane. Pour réussir et défendre les causes de la région en matière du basketball, les organisateurs ont prodigué des sages conseils à ces jeunes talents, surtout le plan technique, pour convaincre l'adversaire. À travers cette rencontre, la région de Tawa vient de lancer la saison sportive au titre de l'année 2014. Comme annoncé, la partie magazine de ce journal du 4 au 5 avril dernier, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a participé à la table ronde des bailleurs de fonds pour le bassin du lac Tchad en Italie. À cette occasion, il a rencontré au Grand Hôtel à Rimini les Nigériens résidant en Italie. Il a été question pour le président de la République de faire le bilan de ces 3 années de gestion politique du pays. Très bonne réception et au revoir. Vous êtes le premier président du Niger à rencontrer les Nigériens vivant en Italie. Je m'étais présenté devant les électeurs nigériens avec un programme. Ce programme comporte 8 grandes priorités. La première priorité est relative à la stabilisation et à la consolidation des institutions démocratiques et républicaines, parce qu'on se souvient, notre pays a souffert de beaucoup d'instabilité ces 20 dernières années. Or, on ne peut rien construire de l'instabilité. Donc, il fallait créer les conditions de la stabilité des institutions dont s'est doté le peuple nigérien à travers la Constitution qui avait été soumise à référendum. La deuxième priorité, et en cela on a anticipé les menaces auxquelles les pays du Sahel sont exposés, c'était la sécurité. La sécurité du territoire, la sécurité de nos frontières, la sécurité des personnes et des biens. La troisième priorité portait sur la nécessité de nourrir les Nigériens. C'est l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. La quatrième, il s'agissait pour nous d'équiper le pays à travers la réalisation d'infrastructures, les routes, le chemin de fer, les infrastructures énergétiques et autres infrastructures de communication, comme vous le savez, là aussi c'est une préoccupation majeure pour notre peuple et pour la compétitivité de notre économie. La cinquième priorité, c'est éduquer les Nigériens. La sixième, c'est soigner les Nigériens. La septième, c'est donner de l'eau potable aux Nigériens, des villes comme des campagnes. Et enfin, la huitième, il s'agissait pour nous, après, en mettant en œuvre toutes ces actions, de créer des emplois pour les jeunes. Nous avons déjà donc 3 ans de mise en œuvre de ce programme. Et je profite de l'occasion pour vous faire le résumé du bilan de la mise en œuvre du programme. Par rapport à la première priorité,
relative à la consolidation de la démocratie dans le pays, je pense qu'on a progressé. On a progressé et il y a des indicateurs qui sont là pour le confirmer. On a progressé dans le domaine de la bonne gouvernance politique et dans le domaine de la bonne gouvernance économique, parce que consolider les institutions, c'est justement créer les conditions de la bonne gouvernance sous ces deux aspects, politique et économique. Pour illustrer, en ce qui concerne la bonne gouvernance politique, je pense qu'aujourd'hui, le Niger fait partie des pays les plus libres d'Afrique et peut-être même du monde. Ce n'est même pas peut-être, et du monde. Cela se voit à travers notre classement sur le plan de la liberté de la presse. En 2011-2012, nous étions classés 29e devant beaucoup de pays démocratiques avancés, devant la France, devant les États-Unis, qui étaient 36e, en tout cas qui faisaient partie ils étaient derrière le Niger qui occupait la 29e place. Donc ça, c'est un indicateur fort de la liberté de la presse, de la gouvernance politique, de la bonne gouvernance politique d'un pays. Ensuite, en ce qui concerne la bonne gouvernance économique, je peux là également donner un exemple, c'est l'indice de perception de la corruption. Puisque la promesse que j'ai faite, c'était de dire que désormais, l'argent public servira à financer la réalisation des aspirations des Nigériens. L'argent public ne sera plus détourné. L'argent public ne sera plus détourné à travers des surfacturations, à travers des fausses factures. Je pense qu'on a progressé, bien qu'il y ait beaucoup de chemin à parcourir, on a progressé également dans la voie de l'assainissement de la gestion des finances publiques. Et là, l'indicateur qui peut permettre de l'illustrer, c'est l'indicateur de perception de la corruption de Transparency, qui a permis de faire gagner au Niger plusieurs rangs dans le classement sur la base de l'indice de perception de la corruption. Je pense qu'on est à la 113e place, alors qu'on était à la 134e place avant notre arrivée au pouvoir. Donc ça aussi, c'est la preuve qu'on est sur la route de tenir la promesse qu'on a faite au peuple nigérien. Je peux citer beaucoup d'exemples qui confirment notre souci de mettre en œuvre et de réaliser cette promesse qu'on a faite au peuple nigérien. Et c'est en renforçant la bonne gouvernance politique, en renforçant la bonne gouvernance économique, qu'on va démontrer au peuple nigérien que les régimes démocratiques sont supérieurs aux autres types de régimes. Et c'est par cette voie qu'on pourra stabiliser les institutions démocratiques et républicaines et mettre fin au cycle d'instabilité que le pays a connu, instabilité qui a coûté cher au pays. La deuxième grande promesse que j'ai évoquée, qui porte sur la sécurité, et là également, je pense qu'on a beaucoup anticipé. On avait fait cette promesse avant la crise malienne. On avait fait cette promesse avant la crise libyenne aussi. Donc, c'est dire qu'on avait très fortement anticipé. On avait très fortement identifié les menaces qui sont en gros de 3 ordres. Il y a la menace du terrorisme, il y a la menace du crime organisé, et puis il y a les menaces récurrentes au Sahel, malheureusement dans des pays comme le Niger et le Mali, des forces qu'on appelle centrifuges qui vont en rébellion de temps en temps. Et pour faire face à ces menaces, ce qu'il fallait faire, c'était renforcer nos forces de défense et de sécurité. C'était les former, c'était les entraîner, c'était les équiper. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons investi beaucoup de ressources pour renforcer les forces de défense et de sécurité. Tout à l'heure, j'ai rencontré l'attaché de défense, le colonel Diallo, et son autre collègue qui est en formation ici. Je leur disais que l'armée, pour moi, c'est la colonne vertébrale de l'État. Quand vous cassez l'armée d'un pays, vous cassez l'État, vous cassez toutes les institutions. Mais quand vous renforcez l'armée et les forces de défense et de sécurité en général, alors vous créez les conditions aussi de la consolidation de l'État. C'est ce que
nous avons fait et ce que nous allons continuer à faire. Nous avons fait un effort sans précédent pour équiper, renforcer les forces de défense et de sécurité. Avant, le Niger n'avait pas d'avions de chasse. Aujourd'hui, on a des avions de chasse. Avant, notre parc d'hélicoptères de combat était très, très mince. Aujourd'hui, nous avons un grand parc d'hélicoptères de combat. Je peux multiplier les exemples. Et nous sommes en train de renforcer, de nous préparer pour que, à l'avenir, tout ennemi qui osera attaquer le Niger sache ce que ça va lui en coûter. Et je ne vais pas rentrer dans certains détails ici qui relèvent un peu du secret militaire, mais je peux vous assurer que le Niger se prépare à faire face à toutes les menaces. Et cela est à notre portée. Et je dois ici dire combien nous sommes fiers de nos forces de défense et de sécurité, de ce qu'elles font à l'intérieur du pays et de ce qu'elles font à l'étranger aussi, parce que le Niger envoie des contingents à l'extérieur, comme au Mali, comme au Congo, etc., en Côte d'Ivoire également. Donc, cette promesse que nous avons faite au peuple nigérien aussi est tenue. Mais nous allons poursuivre les efforts dans ce secteur de la sécurité. En ce qui concerne l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Vous savez, l'objectif pour nous, c'était de dire qu'il faut substituer cette réponse structurelle aux problèmes structurels de sécheresse que nous connaissons aux actions humanitaires. Actions humanitaires qui coûtent cher. Donc, remplacer les actions curatives par la prévention. C'est ça l'initiative 3N. Là aussi, nous avons réalisé beaucoup de choses. L'objectif étant d'accroître les productions agro-silvopastorales à travers l'accroissement de la production d'abord des cultures pluviales, mais comme l'objectif c'est de rendre le pays indépendant pour son alimentation des cultures pluviales, nous avons mis beaucoup l'accent sur l'irrigation. Et nous sommes en train de réussir ce pari, de créer les conditions pour que les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cette initiative qui a été évaluée à 1200 milliards de francs CFA sur 5 ans est totalement financée. Nous avons mobilisé toutes les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de l'initiative et l'exécution de l'initiative est en cours avec beaucoup de réussite, bien qu'en 3 ans, nous ayons connu 2 années de sécheresse. Quand nous sommes arrivés la première année 2011, sécheresse. En 2012, la campagne a été excédentaire, mais nous venons de connaître en 2013 une autre campagne déficitaire, mais cela ne doit pas nous effrayer. Des dispositions sont prises pour faire face aux besoins en alimentation des Nigériens. Aucun Nigérien ne mourra de faim, comme l'a dit quelqu'un. Et Inch'Allah, sécheresse désormais ne sera plus synonyme de famine dans notre pays, comme cela a été promis. En ce qui concerne les infrastructures, d'abord, il y a des infrastructures urbaines qu'on a promises. Niamey-Niala. Maintenant, après Niamey-Niala, on est en train de faire Dosso-Soga. Après Dosso-Soga, on fera Zender-Saboua. Après ça, on fera Agadez-Soki. Après ça, on fera Tawa-Sakola, enfin ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les grandes villes du Niger vont être équipées, mais déjà au niveau de Niamey. Au niveau de Niamey, nous avons en cours de réalisation, nous avons déjà réalisé un certain nombre d'infrastructures pour que Niamey soit vraiment une capitale digne de ce nom. Des échangeurs, on a déjà inauguré le premier échangeur au niveau du boulevard Malibéro. Il y a un deuxième échangeur qui est en cours de réalisation au niveau du rond-point des Martyrs, au niveau du rond-point dit Kennedy. Et il y a 70 km de routes bitumées pour lesquelles on a déjà obtenu le financement. Nous avons également d'autres infrastructures comme la route de Tondouy à Tondy-Kouaré, 18 km qui est en cours de réalisation. Il y a d'autres échangeurs qui vont intervenir, échangeurs du rond-point de l'école Diori
pour lequel le financement est également acquis. Échangeur avec tunnel, Inch'Allah, à Niamey, au niveau de ce rond-point, de rond-point Djori. Échangeur également au niveau du rond-point des armées, dit communément rond-point 6e. Donc, à Niamey, l'accent est mis sur ces infrastructures. Je mentionne au passage les infrastructures hôtelières qui sont en cours de réalisation dans la ville de Niamey. Et Inch'Allah, dans quelques années, la ville de Niamey sera totalement transformée. C'est notre ambition. Et Inch'Allah, cette ambition est à notre portée. Et cela est valable pour les autres villes. Toujours dans le domaine des infrastructures, nous avons promis des routes bitumées, 3000 km de routes bitumées. Il faut dire que l'effort est important parce que depuis l'indépendance, de 1960 à 2010, il y a eu 4000 km en 50 ans de routes bitumées. Et nous, notre ambition, c'est de faire 3000 km en 5 ans. En 5 ans. C'est pour vous montrer l'importance de l'effort à réaliser pour atteindre cet objectif. Et Inch'Allah, nous atteindrons cet objectif parce qu'il y a déjà beaucoup de chantiers qui sont engagés, comme c'est le cas de la route d'Ifa jusqu'à la frontière avec le Tchad. C'est le cas de la route Maradi-Madaroufa, frontière avec le Nigeria. C'est le cas de la route Bella-Gaya qui est en cours de réalisation. Quoique celle-là, elle était déjà en cours avant notre arrivée au pouvoir. C'est le cas de la route Saï-Tapoua qui va se poursuivre. C'est le cas de la route Filengue-Tawa, etc. Il y a d'autres routes qui sont en cours d'étude ou bien qui sont en cours d'appel d'offres. C'est le cas de la route Baléara-Filengue. C'est le cas de la route Dosso-Bella, enfin ainsi de suite. Je ne vais pas citer toutes les routes qui sont prévues, mais le plus important, c'est de noter qu'en 2016, entre routes déjà réalisées et routes en cours de réalisation, il y aura 3000 km, Inch'Allah. Ça, c'est les routes bitumées. Pour les routes rurales, c'est 2500 km qu'on a prévu, 500 km chaque année, on va les faire, plaise à Dieu. En ce qui concerne le chemin de fer, qui est l'autre projet majeur, je vous informe que le 7 avril, lundi 7 avril, nous allons lancer le projet de chemin de fer à Niamey. Avec la présence du président Yahi Boni du Bénin et du président Faure et Adema du Togo. Donc le financement pour le tronçon de la boucle ferroviaire Cotonou-Niamey, la boucle étant Cotonou-Niamey-Abidjan, le financement pour le tronçon Cotonou-Niamey est acquis et nous allons lancer le chemin de fer le lundi 7 avril. Le lundi 7 avril, il y aura déjà des rails qui auront été posés sur 500 mètres. Et il y aura une locomotive et des wagons qui vont rouler à Niamey sur 500 mètres. Ça aussi, c'est une promesse qui va être réalisée et qui permettra de réduire les coûts de transport au Niger, parce que le Niger est un pays continental, un pays enclavé. Un des problèmes que nous avons pour la compétitivité de notre économie, c'est les coûts de transport élevés. Avec le chemin de fer, cela permettra de réduire ce facteur de production, le coût de ce facteur de production. Ensuite, nous poursuivrons l'aventure du chemin de fer avec le tronçon Niamey-Tera-Dori pour faire la jonction avec le tronçon Kaya-Abidjan, ce qui permettra, une fois que ces deux tronçons auront été réalisés, Cotonou-Niamey et Niamey-Kaya, ce qui permettra au Niger d'avoir accès à deux ports, le port d'Abidjan et le port de Cotonou. Donc voilà un rêve qui va se réaliser, ce rêve qui a été interrompu, cette marche qui a été interrompue en 1936, il y a 78 ans. Le dernier rail a été posé à Cotonou en 1936. Et c'est cette aventure qu'on va reprendre le 7 avril. Plaise à Dieu. Ensuite, nous avons toujours dans le domaine des infrastructures la question de l'énergie. Le barrage de Kandaji. Vous savez qu'avant notre arrivée au pouvoir, un financement a été acquis à hauteur de 100 milliards, alors que l'ensemble du projet du barrage, c'est aujourd'hui 500 milliards.
500 milliards. Il y avait des aspects du barrage dont le financement n'a pas été évalué. Par exemple, on n'avait pas tenu compte du fait que la route Tillabéri-Ayuru va être noyée par le barrage. Et il fallait donc envisager le déplacement de la route plus au nord afin d'éviter donc, les eaux du barrage. C'est pour citer un exemple. Il y a d'autres dépenses également qui n'avaient pas été tenues. En tout cas, le point a été fait. Nous estimons l'ensemble du projet de barrage, que ce soit le génie civil du barrage, que ce soit l'aspect électrique du barrage, que ce soit l'aspect aménagement hydro-agricole pour l'irrigation, tout cela a été pris en compte et le projet aujourd'hui va nous coûter 500 milliards de francs CFA et ces 500 milliards de francs CFA sont totalement acquis. On a eu un contretemps, comme vous le savez, avec l'entreprise russe à laquelle les travaux ont été confiés. Cette entreprise a été défaillante. Nous avons dû résilier le contrat. Mais là, déjà, les travaux préparatoires ont repris au niveau du barrage avec une entreprise chinoise. Et l'appel d'offres est en cours pour les travaux de la première phase proprement dite du barrage qui concerne le génie civil, comme je l'ai dit, du barrage et les aspects hydromécaniques du barrage. Donc, côté barrage, on va accuser un léger retard, mais Inch'Allah, d'après nos prévisions, en 2017, le barrage sera mis en eau. En 2017, 15 à Dieu. Donc là aussi, les promesses vont être tenues et la réalisation du barrage de Kandaji sera une contribution essentielle à la réalisation de l'initiative 3N. Parce que nous prévoyons dans le cadre de ce projet l'aménagement de 140 000 hectares de terre le long du fleuve Niger. Et en plus, la contribution du barrage à l'initiative 3N porte sur l'accès que les producteurs vont avoir à de l'énergie à faible coût. Parce que le barrage de Kandaji nous permettra de produire 1 kWh eau entre 15 francs et 20 francs CFA. Alors que le kWh qu'on fabrique à partir du fioul, au Niger en tout cas, coûte 150 francs à 200 francs le kWh. Donc on va diviser les coûts de l'énergie par 10. Ce qui permettra aux producteurs, à ceux qui vont faire l'irrigation au Niger, puisque l'irrigation c'est l'eau, et l'eau c'est l'énergie, de faire de l'irrigation compétitive, de produire du riz à un coût plus faible que le riz importé d'Asie. Donc le barrage sera une forte contribution sur tous les plans à la réalisation de l'objectif les Nigériens nourrissent les Nigériens. En ce qui concerne les autres priorités, l'éducation, je donne juste un exemple. Les infrastructures, les classes. Vous savez, nous avons hérité de près de 40 000 classes en paillotte. Il est bon de noter que de 1960 à 2011, on a construit 20 000 classes en matériaux définitifs. En 3 ans, de 2011 à 2013, le dernier bilan qu'on a fait, entre les classes déjà réalisées et les classes en cours de réalisation, nous sommes à 10 000. Et notre objectif, c'est de faire 15 000 classes en 5 ans, comparé avec 20 000 classes en 50 ans. 15 000 classes en 5 ans, et c'est à notre portée. Nous avons déjà 10 000 classes déjà réalisées ou en cours de réalisation. Nous faisons le même effort dans le domaine de l'accès à l'eau pour les populations. Et ici, chaque fois que je parle de l'eau, je me rappelle d'un passage du discours que le président de la République, Diori Hamani, a eu à prononcer à l'occasion d'une des fêtes de la République. Et dans ce discours, le président Diori disait que l'eau passait avant l'école. À l'époque où j'ai lu ce passage du discours, je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Mais quand j'ai visité les villages du Niger et que je me suis rendu compte que la première revendication des populations, ce n'est pas l'école, ce n'est pas la santé, ce n'est pas les routes, mais c'est l'eau, j'ai dit oui, effectivement, le président Diori a raison de dire que l'eau passe avant l'école. Et c'est pour cela que nous avons fait des promesses précises en ce qui concerne l'accès à l'eau pour les populations. Et là également, je suis avec le ministre de l'Hydraulique. Je pense que
les promesses qu'on a faites dans ce domaine-là vont être tenues. Nous avons promis de réaliser 14 000 équivalents points d'eau entre ce qui est réalisé et ce qui est en cours de réalisation. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais nous sommes autour de 7 000, je crois, équivalents points d'eau.